avec les priorités qu'a rappelé Christophe Hanché. La première, c'est de faire en sorte qu'on desserve tous les territoires. Part 6. Monstres et fossiles. On objectera qu'il y ait bien avant Lamarck toute une pensée de type évolutionniste, que son importance fut grande au milieu du XVIIIe siècle et jusqu'au coup d'arrêt qui fut marqué par Cuvier. Que Bonnet, Maupertuis, Diderot, Robinet, Benoît de Maillet ont fort clairement articulé l'idée que les formes vivantes pouvant passer les unes dans les autres, que les espèces actuelles sont sans doute le résultat de transformations anciennes et que tout le monde vivant se dirige peut-être vers un point futur. Si bien qu'on ne pourrait assurer d'aucune forme vivante qu'elle est définitivement acquise et stabilisée pour toujours. En fait, de telles analyses sont incompatibles avec ce que nous entendons aujourd'hui par la pensée de l'évolution. Elles ont en effet pour propos le tableau des identités et des différences à la série des événements successifs. Et pour penser l'unité de ce tableau et de cette série, elles n'ont à leur disposition que deux moyens. L'une consiste à intégrer à la continuité des êtres et à leur distribution en tableau la série des successions. Tous les êtres que la taxonomie a disposés dans une simultanéité ininterrompue sont alors soumises au temps. Non pas en ce sens que la série temporelle ferait naître une multiplicité d'espèces qu'un regard horizontal pourrait ensuite disposer selon un quadrillage classificateur, mais en ce sens que tous les points de la taxonomie sont affectés d'un indice temporel, de sorte que l'évolution n'est pas autre chose que le déplacement solidaire et général de l'échelle depuis le premier jusqu'au dernier de ces éléments.
Ce système est celui de Charles Bonnet. Il implique d'abord que la chaîne des êtres, tendue par une série innombrable d'anneaux vers la perfection absolue de Dieu, ne la rejoignent pas actuellement. Que la distance soit encore infinie entre Dieu et la moins défectueuse des créateurs, et que dans cette distance peut-être infranchissable, toute la trame ininterrompue des êtres ne cesse de s'avancer vers une plus grande perfection. Il implique aussi que cette évolution maintienne intact le rapport qui existe entre les différentes espèces. Si l'une en se perfectionnant atteint le degré de complexité que possédait par avance celle du degré immédiatement supérieur, celle-ci n'est pas rejointe pour autant, car importée par le même mouvement, elle n'a pas pu ne pas se perfectionner dans une proportion équivalente. Il y aura un progrès continuel et plus ou moins lent de toutes les espèces vers une perfection supérieure, en sorte que tous les degrés de l'échelle seront continuellement variables dans un rapport déterminé et constant. L'homme, transporté dans un séjour plus assorti à l'éminence de ses facultés, laissera au singe et à l'éléphant cette première place qu'il occupait parmi les animaux. Bonnet, Charles Bonnet, Contemplation de la nature de notre planète. Il y aura des Newtons parmi les singes et des Vauban parmi les castors. Les huîtres et les polypes seront par rapport aux espèces les plus élevées ce que les oiseaux et les quadrupèdes sont à l'homme. Cet évolutionnisme n'est pas une manière de concevoir l'apparition des êtres les uns à partir des autres. Il est en réalité une manière de généraliser le principe de continuité et la loi que veut que les êtres formant une nappe sans interruption. Il ajoute dans un style leibnizien
le contenu du temps au contenu de l'espace et à l'infinie multiplicité des êtres, l'infini de leur perfectionnement. Il ne s'agit pas d'une hiérarchisation progressive, mais de la poussée constante et globale d'une hiérarchie toute instaurée, ce qui suppose finalement que le temps, loin d'être un principe de la taxonomie, n'en soit qu'un des facteurs et qu'il soit préétabli comme toutes les autres valeurs prises par toutes les autres variables. Il faut donc que Bonnet soit préformationniste, et ceci au plus loin de ce que nous entendons depuis le XIXe siècle. Par évolutionnisme, il est obligé de supposer que les avatars ou les catastrophes du globe ont été disposés à l'avance comme autant d'occasions pour que la chaîne infinie des êtres s'achemine dans le sens d'une infinie amélioration. Ces évolutions ont été prévues et inscrites dans les germes des animaux dès le premier jour de la création. Car ces évolutions sont liées avec des révolutions dans tout le système solaire que Dieu a aménagé à l'avance. Le monde en son entier a été larve. Le voici chrysalide. Un jour, sans doute, il deviendra papillon. Et toutes les espèces seront importées de la même façon par cette grande mue. Un tel système, on le voit, ce n'est pas un évolutionnisme commençant à bouleverser le vieux dogme de la fixité. C'est une taxonomie qui enveloppe de plus le temps. Une classification généralisée. L'autre forme d'évolutionnisme consiste à faire jouer au temps un rôle tout opposé. Il ne sert plus à déplacer sur la ligne finie ou infinie du perfectionnement l'ensemble du tableau classificateur, mais à faire apparaître les unes après les autres toutes les cases qui, ensemble, formeront le réseau continu des espèces. Il fait prendre successivement aux variables du vivant toutes les valeurs possibles. Il est l'instance d'une
caractérisation qui se fait petit à petit et comme élément après élément. Les ressemblances ou les identités partielles qui soutiennent la possibilité d'une taxonomie seraient alors les marques étalées dans le présent d'un seul et même être vivant, persistant à travers les avatars de la nature et remplaçant par là toutes les possibilités qu'offre à vide le tableau taxonomique. Si les osieux fait remarquer Benoît Dumallet, ont des ailes comme les poissons ont des nageoires, c'est qu'ils ont été, à l'époque du grand reflux des eaux premières, des dorades asséchées ou des dauphines passés pour toujours à une patrie aérienne. Le semence de ces poissons, portés dans les marais, peut avoir donné lieu à la première transmigration de l'espèce du séjour de la mer en celui de la terre. Que 100 millions ayant péri sans avoir pu en contracter l'habitude, il suffit que deux y soyons parvenus pour avoir donné lieu à l'espèce. Les changements dans les conditions de vie des êtres vivants semblants, là comme dans certaines formes de l'évolutionnisme, entraîné l'apparition d'espèces nouvelles. Mais le mode d'action de l'air, de l'eau, du climat, de la terre sur les animaux n'est pas celui d'un milieu sur une fonction et sur les organes dans lesquels elle s'accomplit. Les éléments extérieurs n'intervenant qu'à titre d'occasion pour faire apparaître un caractère. Et cette apparition, si elle est chronologiquement conditionnée par tel événement du globe, est rendue a priori possible par le tableau général des variables qui définit toutes les formes éventuelles du vivant. Le quasi-évolutionnisme du XVIIIe siècle semble présager aussi bien la variation spontanée du caractère, telle qu'on la trouvera chez Darwin, que l'action positive du milieu tel que la décrira Lamarck. Mais c'est une illusion rétrospective pour cette forme de pensée, en effet. La suite du temps ne peut jamais dessiner que la ligne le long de laquelle succédant toutes les valeurs possibles des variables
préétabli. Et par conséquent, il faut définir un principe de modification intérieure à l'être vivant, lui permettant, à l'occasion d'une péripétie naturelle, de prendre un nouveau caractère. On se trouve alors devant un nouveau point de choix. Soit se poser chez le vivant une aptitude spontanée à changer de forme, ou du moins à acquérir avec les générations un caractère légèrement différent de celui qui était donné à l'origine, si bien que de proche en proche, il finira par devenir méconnaissable. Soit encore lui attribuer la recherche obscure d'une espèce terminale qui posséderait les caractères de toutes celles qui l'ont précédé, mais à un plus haut degré de complexité et de perfection. Le premier système, c'est celui des erreurs à l'infini, tel qu'on le trouve chez Maupertuis, le tableau des espèces que l'histoire naturelle peut établir aurait été acquis pièce à pièce par l'équilibre constant dans la nature, entre une mémoire qui assure le contenu, maintient des espèces dans le temps et ressemblance de l'une à l'autre. Est un penchant à la déviation qui assure à la fois l'histoire, les différences et la dispersion. Maupertuis suppose que les particules de la matière sont douées d'activité et de mémoire, altérées les unes par les autres, les moins actives formant les substances minérales, les plus actives dessinant le corps plus complexe des animaux. Ces formes, qui sont dues à l'attraction et au hasard, disparaissant si elles ne pouvaient subsister. Celles qui se maintenant donnant naissance à de nouveaux individus, dont la mémoire maintenant les caractères du couple parent, et si jusqu'à ce qu'une déviation des particules, un hasard, fait naître une nouvelle espèce, que la force obstinée de souvenir maintenant à son tour, à force des cas répétés, serait venue la diversité infinie des animaux. Ainsi, de proche en proche, les êtres vivants
acquériront par variations successives tous les caractères que nous leur connaissons et la nappe cohérente et solide qu'ils forment. Lorsqu'on les regarde dans la dimension du temps, que le résultat fragmentaire d'un contenu beaucoup plus serré, beaucoup plus fin, un contenu qui a été tissé d'un nombre incalculable de petites différences oubliées ou avortées. Les espèces visibles qui s'offrent à notre analyse ont été découpées sur le fond incessant de monstrosités qui apparaissent, scintillant, vont à l'abîme et parfois se maintenant. Et c'est là le point fondamental. La nature n'a une histoire que dans la mesure où elle est susceptible du connu. C'est parce qu'elle prend à tour de rôle tous les caractères possibles. Chaque valeur de toutes les variables qu'elle se présente sous la forme de la succession. Il n'en va pas autrement pour le système inverse du prototype et de l'espèce terminale. Dans ce cas, il faut supposer avec J.B. Robinette que la continuité n'est pas assurée par la mémoire, mais par un projet d'un être complexe vers lequel la nature s'achemine en partant d'éléments simples qu'elle compose et arrange peu à peu. D'abord, les éléments se combinant. Un petit nombre de principes simples sert de base à tous les corps. Ce sont eux qui précèdent exclusivement à l'organisation des minéraux. Puis, la magnificence de la nature ne cesse d'augmenter jusqu'au être qui se promenant sur la surface du globe. La variation des organes en nombre, en grandeur, en finesse, en texture interne, en figure externe dans des espèces qui se divisent et se subdivisent à l'infini par de nouveaux arrangements. Et ainsi de suite jusqu'à l'arrangement le plus complexe que nous connaissons. De sorte que la continuité entière de la nature se loge entre un prototype absolument archaïque, enfoui plus profondément que toute histoire, et l'extrême complication de ce modèle, tel qu'on peut, au moins sur le globe terrestre, l'observer en la personne de l'être humain. Entre ces deux extrêmes, il y a tous les degrés possibles de complexité et de combinaison, comme une immense série d'essais, dont certains ont persisté sous la forme d'espèces constantes et dont les autres ont été
engloutis. Les monstres ne sont pas d'une autre nature que les espèces elles-mêmes, croyant que les formes les plus bizarres en apparence, appartenant nécessairement et essentiellement au plan universel de l'être, que ce sont des métamorphoses du prototype aussi naturel que les autres, quoique elles nous offrant des phénomènes différents, qu'elles servant de passage aux formes voisines. Qu'elles préparant et aménageant les combinaisons qui les suivent, comme elles sont amenées par celles qui les précèdent, qu'elles contribuent à l'ordre des choses, loin de le troubler. Ce n'est peut-être qu'à force d'être que la nature parvient à produire des êtres plus réguliers et d'une organisation plus symétrique. Chez Robinet, comme chez Maupertuis, la succession et l'histoire ne sont pour la nature que des moyens de parcourir la trame des variations infinies dont elle est susceptible. Ce n'est donc pas le temps ni la durée qui, à travers la diversité des milieux, assurer la continuité et la spécification des vivants, mais sur le fond continu de toutes les variations possibles. Le temps dessine un parcours où les climats et la géographie prévalente seulement des régions privilégiées est destiné à se maintenir. Le contenu, ce n'est pas le silage visible d'une histoire fondamentale, où un même principe vivant se débattrait avec un milieu variable. Car le contenu précède le temps. Car le contenu précède le temps. Il en est la condition et par rapport à lui. Histoire ne peut jouer qu'un rôle négatif. Elle prélève et fait subsister ou elle néglige et laisse disparaître. À cela deux conséquences. D'abord, la nécessité de faire intervenir les monstres, qui sont comme le bruit du fond, le murmure interrompu de la nature. S'il faut en effet que le temps, qui est limité, parcourt, est déjà parcouru peut-être.
tout le contenu de la nature. On doit admettre qu'un nombre considérable de variations possibles ont été croisées, puis biffées. Tout comme la catastrophe géologique était nécessaire pour qu'on puisse remonter du tableau taxonomique au continu à travers une expérience brouillée, chaotique et déchiquetée. De même, la prolifération du monstre, son linement est nécessaire pour qu'on puisse redescendre du contenu au tableau à travers une série temporelle. Autrement dit, ce qui dans un sens doit être le drame de la terre et des eaux doit être dans l'autre sens, comme aberration apparente des formes. Les monstres assurent dans le temps et pour notre savoir théorique une continuité que les déluges, les volcans et les continents effondrés brillants dans l'espace pour notre expérience quotidienne. L'autre conséquence, c'est qu'au long d'une pareille histoire, les signes de la continuité ne sont plus que de l'ordre de la ressemblance, puisque nul rapport de milieu à l'organisme ne définit cette histoire. Les formes vivantes y subiront toutes les métamorphoses possibles. Et ne laisseront derrière elles comme marque du trajet parcouru que le repère de similitude. À quoi peut-on reconnaître, par exemple, que la nature n'a cessé d'ébaucher à partir de prototypes primitifs la figure provisoirement terminale de l'homme, à ce qu'elle a abandonné sur son parcours mille formes qui en dessinant le modèle rudimentaire. Combien de fossiles sont, pour oreille, le crâne ou les parties sexuelles de l'homme, comme des statues de plâtre façonnées un jour et délaissées pour une forme plus perfectionnée. L'espèce qui ressemble au corps humain et qu'on nomme à cause de cela anthropocardite mérite une attention particulière. Sa substance est une caillou au dédain. La forme d'un corps est aussi bien imitée qu'elle puisse l'être. On y distingue le tronc de la veine cave avec une portion de ces deux tranches. On voit aussi sortir du
ventricule gauche, le tronc de la grande artère avec sa partie inférieure ou descendante, le fossile avec sa nature mixte d'animal et de minéral est le lieu privilégié d'une ressemblance que l'historien du continu exige. Alors que l'espace de la taxonomie l'a décomposé rigoureusement.